On sait aujourd'hui que l'on avait proposé à Korczak de fuir Varsovie en bénéficiant d'un passeport américain. Il ne l'a pas fait. Il a suivi ses enfants à Treblinka en les prenant par la main derrière le drapeau vert qui à l'époque était le drapeau de l'enfance. Et il a été ainsi fidèle jusqu'à la fin de sa vie à ce combat pour l'enfance dont nous sommes très largement aujourd'hui encore partie prenante. Alors, si j'évoque la figure de Korczak, parce que c'est l'année Korczak, après celle de Rousseau, c'est parce qu'il exprime, me semble-t-il, d'une manière très concrète, très belle, tout le projet rousseauiste. Korczak considère que le véritable respect de l'enfant n'a rien à voir avec son idéalisation. Il sait que les enfants, c'est pas facile. Et il sait que prendre l'enfant pour ce qu'on voudrait qu'il soit ne permet pas toujours de l'aider à le devenir. Korczak ne confond pas ce qu'est l'enfant et ce vers quoi on voudrait l'amener. Et à sa manière, il est d'accord avec la fameuse formule que vous connaissez peut-être de Maria Montessori, il faut toujours se mettre à la portée des enfants, il ne faut jamais se mettre à leur niveau. Il faut se mettre à leur portée, bien évidemment, sinon ils ne nous entendent pas. Il ne faut pas se mettre à leur niveau, sinon on ne les aide pas à grandir, bien évidemment. Alors Korczak recueille à Varsovie des enfants excités, bruyants, bagarreurs, insupportables, qui cassent tout sur leur passage. Il a affaire aussi à ce qu'il appelle des enfants vampires, qu'il sollicite en permanence et ne lui permettent pas de leur répondre à chacun sereinement. Il est là au quotidien dans l'orphelinat et à chaque instant, il est attrapé par l'un, aide-moi à faire mes devoirs, attrapé par l'autre, raconte-moi une histoire, attrapé par le troisième, je veux te parler de telle chose. Il est submergé par ces demandes permanentes d'enfants qui le vampirisent. Alors, il tente de sortir de cette situation et il invente, parce que Korczak est un pédagogue inventeur, il invente des choses étonnantes. Il invente un système tout à fait curieux. Il dit aux enfants qui veulent obtenir des réponses en permanence et tout de suite de sa part à toutes leurs questions, je vais vous répondre, mais à condition que vous formuliez votre demande par écrit et que vous mettiez votre demande dans la boîte aux lettres que j'installe dans l'orphelinat à tel endroit. Alors ça soulève un tollé, hein, parce qu'il y a des enfants qui disent, même si on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, quand je dis ça n'a aucune importance, si vous ne savez pas écrire, vous dicterez votre lettre, si vous ne savez pas écrire, vous trouverez quelqu'un, si vous ne savez pas lire, vous trouverez quelqu'un pour, etc. Bon, très bien. Et moi, je vous garantis qu'à chaque instant, que chaque jour, je relèverai la boîte aux lettres et que je vous répondrai. Korczak est là au cœur de quelque chose d'essentiel qui est cette tentative de faire réfléchir l'enfant, des enfants qui sont dans le passage à l'acte permanent et qui ne tolèrent pas le moindre sursis. Alors, il met en place ce qu'il appelle des dispositifs. La boîte aux lettres en est une. Que dit-il de la boîte aux lettres? On apprend à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ, grâce à la boîte aux lettres. On apprend à expliquer ce qu'on veut vraiment. On apprend à se demander si c'est juste. On apprend à penser. Korczak ne dit pas aux enfants, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ou vous n'avez pas le droit de me demander quelque chose. Il ne dit pas non plus, je vous donnerai tout ce que vous me demandez. Il dit, prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de réfléchir, moi je prendrai le temps de vous répondre. Cette gestion du sursis est quelque chose d'absolument fondamental en pédagogie. Korczak même utilisera la boîte aux lettres quand il aura affaire à des situations terriblement difficiles, en particulier quand il aura des gamins trop bagarreurs. À un moment, dans les années 30, les bagarres prennent une telle importance dans l'orphelinat qu'il va d'abord les interdire. Il dit, j'interdis les bagarres, mais c'est idiot, il dit d'interdire les bagarres parce que ça ne sert à rien.
Alors il dit, allez, je vais faire comme pour la boîte aux lettres, il édicte une règle. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, quand il voudra, comme il voudra. Mais à une seule condition, de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. Et alors là, il y a un coup de génie pédagogique et démocratique. Korczak réinvente par ce coup de génie la pédagogie et la démocratie, c'est-à-dire il vaut mieux réfléchir, parler, discuter plutôt que se taper dessus. Et si on peut attendre un peu avant de se taper dessus, juste le temps de réfléchir, de discuter, c'est déjà ça de gagner. Et c'est ça qui permet à l'enfant de sortir de l'impulsivité, de sortir de l'infantile, pour tout en restant un enfant, commencer à grandir. Alors, il va multiplier les dispositifs. Il a aussi un système de règlement de bagarre qu'il va mettre en place dans les années 32-33. Il donne à chaque gamin 10 points par semaine et il lui enlève 1 point par petite bagarre, 2 points par moyenne bagarre, etc., parce qu'il s'aperçoit que sinon, il n'y arrive pas, parce que les enfants, ils se bagarrent quand même. Il dit, c'est pas la peine de les empêcher complètement de se bagarrer, puisque de toute façon, ils se battront. Donc, on va leur donner un crédit de bagarre, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque, j'ai cité ici Korczak, entre guillemets, que les plus turbulents apprennent à réfléchir avant de se battre. Ben oui, parce qu'on n'a que 10 points. Donc on a le droit de se battre. On va d'ailleurs, quand on dépensera ces points, en profiter. Mais il ne faut pas les gaspiller, ces points de bagarre. On n'en a que 10. Et effectivement, Korczak observe, on n'éradique pas les bagarres, mais on apprend à réfléchir avant de se battre. Et puis Korczak met en place un tribunal des enfants. C'est un tribunal où siègent 4 enfants qui sont tirés au sort parmi ceux et celles contre lesquels il n'y a eu aucune plainte dans la semaine. Un tribunal dans lequel l'adulte, lui, Korczak, joue le rôle de greffier, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire la figure tutélaire de celui qui écrit tout ce qui se dit. C'est-à-dire que l'adulte, en quelque sorte, est celui qui permet à la parole de l'enfant de basculer dans l'écrit, c'est-à-dire qui, par sa seule présence, exerce une forme d'autorité absolument essentielle. Attention à ce que tu dis parce que je l'écris. Hein? Le greffier, c'est très important. Et Korczak note d'ailleurs dans son journal qu'en étant le greffier, on n'a plus de pouvoir qu'en étant le président du tribunal pour enfants. Et alors, que fait ce tribunal pour enfants? Eh bien, tous ceux et toutes celles qui ont une plainte contre un enfant de l'orphelinat peuvent apporter cette plainte et puis on l'examine. Mais il y a des règles. Il y a 1000 articles que l'on doit examiner chacun en commençant au premier et en terminant au 1000e. Et chacun des articles doit faire l'objet d'un débat. Le premier article, c'est la personne n'a pas commis ce qu'elle est censée avoir commis, il y a non-lieu. Il faut évacuer cela avant d'eux. La personne l'a commis, mais elle n'y est pour rien. Bon, donc il n'y a pas non-lieu, mais la personne l'a commis, mais on peut lui pardonner, et ainsi de suite. Et il oblige le tribunal des enfants à examiner chaque hypothèse avant de passer à la suivante. Autrement dit, il structure, selon un protocole extrêmement codifié, le débat des enfants, de telle manière à ce que ce débat les amène à penser. Il crée des dispositifs, et un dispositif, pour lui, c'est ce qui permet de sortir de ce que j'appellerais ici volontiers l'aporie des préalables. L'opposition de ceux qui croient, d'un côté, qu'il faut laisser s'exprimer l'enfant librement en dehors de toute contrainte, au risque de favoriser la liberté du vide et l'expression spontanée des stéréotypes. Quand vous laissez un enfant s'exprimer, il vous raconte ce qu'il a entendu à la télé, à la radio, hein. C'est à peu près tout ce qu'il vous dit d'abord. Ou de ceux qui, à l'inverse, estiment qu'il faut inculquer d'abord les outils et les modèles d'expression avant de laisser l'enfant s'exprimer, en croyant que l'expression finira bien un jour par naître du silence et la liberté par naître de la contrainte.
Alors il y a là une aporie, une contradiction, une difficulté qui est très problématique. On évoquait Luc Ferry tout à l'heure, notre ancien ministre de l'Éducation nationale en France, qui dans un de ses livres cite certains de mes travaux en disant la grande différence entre lui et moi, c'est que moi je pense qu'il faut outiller d'abord les enfants intellectuellement et leur laisser après seulement la liberté d'expression, alors que Mérieux pense qu'il faut laisser s'exprimer librement les enfants et que c'est comme ça qu'ils vont s'outiller intellectuellement. Alors j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec lui et de lui expliquer et de lui dire que jamais je n'avais dit qu'il fallait laisser s'exprimer les enfants librement sans leur apporter des contenus, sans même leur imposer des contraintes. Tout au contraire, j'ai toujours expliqué que dans l'acte même d'expression de l'enfant, il fallait être présent pour que cette expression s'exauce au-dessus d'une certaine immédiateté et qu'elle puisse accéder d'une manière formalisée à une expression élaborée. Alors oui, d'un côté on peut dire laissons les enfants s'exprimer et puis c'est un peu libres enfants de Summerhill, on les laisse faire. De l'autre côté on dit ben non, les enfants on les écoute pas, ils n'ont rien à dire, ils ont d'abord à recevoir et à se taire, et puis quand ils seront grands un jour ils pourront s'exprimer. Korczak il nous dit quelque chose d'assez formidable, il nous dit tous les enfants doivent s'exprimer, mais il faut que nous mettions en place, nous, les conditions qui font que cette expression devienne de plus en plus élaborée. Et mon travail, ça va être non pas d'interdire l'expression, ni de la favoriser, c'est de faire en sorte qu'elle se fasse dans un cadre qui permette à l'enfant de progresser. Et par exemple, avec ce sursis à l'acte qui est si essentiel pour sortir de l'immédiateté, du tout de suite et de la toute-puissance. Ainsi, chez Korczak, le droit d'expression et le devoir d'éducation sont profondément solidaires, aucun ne précède l'autre, et ce qui caractérise la pédagogie et le dispositif pédagogique, c'est précisément d'articuler les deux, le droit d'expression et le devoir d'éducation, dans le même acte. Entre ce qu'on pourrait appeler le spontanéisme du déjà là, les enfants, ils sont beaux, ils sont gentils, ils disent toujours la vérité, ils disent toujours des belles choses, etc., etc. Enfin, ce que certains pédagogues comme Fernand Houry appellent l'illusion des petits Émile au cul rose, comme si il y avait une espèce d'enfance absolument parfaite. Et puis, d'un autre côté, l'autoritarisme de l'adulte qui dit non, ce sera plus tard, pour le moment tu obéis, etc., etc. Il y a, et c'est, me semble-t-il, le cœur même de ce que la pédagogie nous apprend et Korczak nous apporte, l'exigence. L'exigence, c'est-à-dire la création de situations structurantes qui nourrissent la liberté et permettent de penser. Je vais revenir sur ce mot de penser parce que c'est un terme clé pour moi et c'est probablement autour de lui qu'il faut reconstruire, je crois, nos institutions éducatives. Troisième série de remarques, si vous le voulez bien, le courage d'éduquer dans la modernité. Je voudrais développer avec vous l'idée que c'est à partir de la dialectique contrainte-liberté qu'il faut penser le pouvoir et le devoir d'éduquer dans la modernité. Cette modernité, Marcel Gauchet vous en a parlé, pour ceux et celles qui ont pu venir l'écouter, est en proie, nous le savons, à une crise de l'éducation, comme le disait Hannah Arendt dès les années 50-60. Crise de l'éducation qui n'est pas simplement une crise du système scolaire, qui est une vraie crise de l'éducation dans son ensemble. Il y a un effondrement des grands récits unificateurs, christianisme, marxisme, etc.,
qui peuvent rester encore présents dans notre intimité, dans notre vie privée, mais qui ne font plus autorité dans la sphère sociale et politique.